Bonjour et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous de En roue libre, l'émission de 40 millions d'automobilistes, le rendez-vous dominical, maintenant vous savez, tous les dimanches, alors vous pouvez en parler partout et à tous ceux que vous aimez, un rendez-vous divertissant, amusant mais aussi informatif concernant l'automobiliste, la rue, la route, l'automobile, la loi, bref, l'assurance, on passe tous les sujets. Salut Pierre! Salut Lolo! Comment ça va? Eh ben ça roule. Je peux vous dire qu'il y a déjà quelque chose qui le gonfle et qu'il est sur les starting blocks pour nous en parler. Calmos, ton heure viendra. Bonjour Jade. Bonjour. Ça va? Toujours. Et toi? Ah bah très bien. Alors toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? On va découvrir un musée un peu particulier qui va plaire, je pense, à Gabin. Et puis on va parler des différents types d'assurance. Eh ben super. Et puis vous, restez tout au long de l'émission. Gabin nous fera part de sa galère. Louane nous parlera de sa conduite accompagnée. Bref, vous l'avez compris. C'est parti. Et tout de suite, on passe à l'actu. Bon, comme vous le voyez, on se retrouve dehors, il commence à faire un petit peu plus froid et la loi montagne est désormais appliquée. Donc du 1er novembre au 31 mars, il est obligatoire d'équiper sa voiture avec un dispositif d'hiver, donc type pneu hiver, ou des dispositifs amovibles, type chaîne à neige métallique ou chaussettes à neige. 34 départements sont donc concernés par cette mesure, mais nous ne savons toujours pas s'il y aura des sanctions appliquées en cas de non-respect de la mesure. Donc cependant, il faut quand même faire attention car en cas d'accident, l'assurance, si on n'a pas le dispositif appliqué, ne prendra pas en charge les coûts liés à l'accident car il y a un non-respect de la loi. Donc vraiment, faites attention et essayez de vous équiper quand même des dispositifs. Et en parlant de sanctions, dès 2025, les radars pourront détecter 3 nouvelles infractions. Ils vont donc être modernisés et devraient mettre en œuvre l'IA pour détecter le non-respect des distances de sécurité, le non-port de la ceinture et l'usage du téléphone tenu en main au volant. Attention, chaque infraction vaut 135 € d'amende et moins 3 points sur le permis de conduire, mais elles sont aussi cumulables, donc vous pouvez être sanctionné par le même radar pour les 3 infractions à la fois. Le samedi 26 octobre, les députés devaient se prononcer sur l'alourdissement ou non des malus à l'achat des véhicules neufs. Le gouvernement souhaitait abaisser les seuils de déclenchement des malus de CO2 et des malus au poids, ce qui aurait taxé forcément la quasi-totalité des véhicules thermiques. Mais l'Assemblée nationale a finalement rejeté la proposition faite par le gouvernement. Donc forcément, l'association 40 millions d'automobilistes se réjouit de ce message fort et symbolique et espère que le gouvernement saura prendre en compte ce message. Et tout de suite, on passe à la sortie de piste. Pierre, je sens que tu vas encore t'énerver. En fait, ce qui me gêne, Laurence, ces derniers temps, je sais pas, il y a eu cet accident dramatique, tu en as forcément entendu parler, le cycliste Paul, qui est décédé sous les roues d'un automobiliste, enfin d'un automobiliste. Si les faits qui sont avancés et sont vérifiés, alors on n'est pas dans le cadre d'un accident, on est dans le cadre d'un meurtre. Ce qui me gêne, et c'est ça ma sortie de piste de la semaine, c'est que vous avez des mouvements aujourd'hui qui se créent pour appeler à dégonfler les pneus des SUV. Alors sans savoir d'ailleurs ce que c'est qu'un SUV, parce que tiens, on va prendre un Mini Countryman, c'est tout petit. Eh ben, une Mini Countryman, c'est un SUV. Donc il faut comprendre que le SUV, ce qui fait la définition du SUV, c'est qu'on est un petit peu plus haut. La nouvelle 4L électrique sera un SUV. Alors t'imagines. Eh bien, ces mouvements qui ont juste noté le fait que dans cet accident, c'est plus qu'un accident, dans ce fait dramatique, c'était un véhicule de ce type qui était incriminé, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent à dégonfler les pneus de tous les véhicules. Ma sortie de piste de la semaine, eh bien c'est un mouvement de, pardonne-moi, un vrai mouvement de dégonfler en fait. Parce que ce mouvement de dégonfler, il fait quoi? Il a appelé notamment à Toulouse à dégonfler des pneus dits de SUV. Sauf que dans le tas, il y avait un médecin réanimateur qui n'a pas pu se rendre sur son lieu de travail. Et ça, c'est plus qu'une sortie de piste. Parce que quand on fait ce genre de choses, il faut savoir comment sont armés ces dégénérés de la pédale pour la plupart. Ils partent avec des lentilles dans la poche. Vous et moi, on les mange les lentilles. Ben, eux, ils font autre chose. Ils ouvrent le petit bouchon de votre roue, ils mettent une lentille, ce qui permet de dégonfler le pneumatique, et très amusés parce qu'ils sont très malins, ils referment le petit bouchon, ce qui va organiser le fait que la pression de ton pneumatique, eh bien, ton pneu va se dégonfler. Au final, le lendemain matin, vous allez vouloir partir en voiture au travail, plus de voiture. Vous allez vouloir emmener vos enfants à l'école, plus rien. Alors, je vais quand même revenir sur un fait. La largeur d'un véhicule aujourd'hui. On nous dit que si les véhicules sont larges, parce que les constructeurs font exprès de vendre des véhicules larges. C'est faux. C'est parce qu'à l'arrière, il faut des places avec des sièges isofixes qui permettent
une norme pour attacher nos enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une Renault Clio, elle fait 1,81 m de large, c'est-à-dire à peu près la même chose à quelques tout petits centimètres près que les soi-disant SUV. Alors donc tous les dégonflés qui aujourd'hui s'amusent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie à dégonfler les pneus, je leur adresse ce carton rouge et cette sortie de piste de la semaine parce que dans le tas, il y a aussi des gens qui eux sauvent vraiment des vies plutôt que des gens qui mettent des lentilles dans les pneus. Je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait. En tout cas, voilà, c'est la sortie de piste de Pierre et vous allez dans quelques instants aussi retrouver Ça le gonfle, là aussi, sur un autre sujet qui l'a bien énervé cette semaine. Mais pour l'heure, on passe à la conduite accompagnée avec Louane qui nous rejoint. Bon alors, t'as changé de voiture alors? Ouais, t'as vu? Bah non, attends, un coup de pas de chance, hein. On me l'a cassé. Je me suis fait rentrer dedans. On te l'a cassé. Ah oui, moi j'avais rien fait de mal. Hein. C'est-à-dire? Bah, je m'arrête au stop. Bon, après, ça m'est arrivé 2-3 fois d'en louper, mais ils ont pas fait attention, ils arrivaient super vite. Hein. D'accord. Donc tu t'es pas arrêté au stop? Non. Voilà. Ah, c'est pas possible. T'as pas changé depuis l'auto-école? Bon, attends, 2 minutes, faut que je passe ça. Après, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Ouais. Tiens-moi le volant, 2 minutes, j'ai un truc à faire. J'ai pas les doubles. Non, mais j'ai pas les 3 doubles secondes commandes. comme à l'auto-école, 3 secondes. J'ai pas les doubles commandes. Tu fais quoi? Tu fais quoi avec le téléphone? Bah, je réponds à un message, ma mère elle m'a appelé. Puis si je la fais attendre, elle va pas accepter. Hein. Non mais Louane, là, mais non, mais c'est pas possible. Là. Mais c'est, enfin, d'une, c'est interdit. Mais de deux, c'est dangereux. Enfin, y a rien qui veut là dans ce que tu fais. T'imagines, tu me demandes de prendre le volant. Bah 3 secondes, t'as l'habitude avec l'auto-école, non? Mais j'ai les pédales dans l'auto-école. Là, s'il arrive un truc, tu vois même pas ce qui se passe. C'est un peu le principe de pas. C'est pas possible. Oh, t'as vraiment eu le permis ou ils te l'ont donné, sérieux? Ah non, je l'ai eu. Bon bah vas-y, non, on se rappelle. Ouais, non mais vas-y. Louane, ça t'a pas suffi? attends, je te Louane, s'il te plaît. Bon, là, ça va, hein, t'es pas au volant, mais du coup, ça t'a pas suffi. Et Bah, tu connais la différence, tu sais ce qu'on va pratiquer? En fait, au volant, c'est 3 points 135 €. Et là, on va te laisser les points pour Ouais, téléphone en plateau. En revanche, tu nous dois 135 € à chacun. Moi, je propose, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un peu ça la sanction. C'est ça, en fait c'est 3 points, 90 € d'amende si tu payes tout de suite et sinon c'est 135 €. Mais c'est surtout que c'est dangereux. Et c'est vrai que, alors, je ne veux pas faire de la morale, hein, parce que ça m'est arrivé aussi de regarder mon téléphone quand il sonnait. Moi, maintenant, j'ai un système à l'intérieur de ma voiture qui prend tout. Je ne vais pas faire de la morale. Mais je sais que cognitivement, quand on est au téléphone avec quelqu'un, y compris dans mon système hyper intégré dans ma voiture, mon esprit n'est plus sur la route. Et c'est vraiment dangereux pour ceux que je croise. Je crois que c'est arrivé à tout le monde de louper une sortie d'autoroute Ah bah, ou un sûr. truc de genre là, on est au téléphone embarqué. Moi aussi, c'est pareil dans la voiture. Alors moi, j'ai plein de voitures. J'ai des plus anciennes où il n'y a rien. Hein. Je veux dire, le Bluetooth, il n'existe pas. Hein. Et puis, j'ai des systèmes un peu plus connectés dans la voiture plus récente. Et là, j'avoue, ça m'arrive de temps en temps de louper la sortie. Ah ouais. On va jeter la pierre à personne. Je Non. pense que ça arrive à tout le monde. Oui. Hein. J'avais lu une enquête dans laquelle je crois que c'était 8 Français sur 10 qui disaient oui, ok, c'est vrai, je téléphone au volant. Est-ce que ça veut dire que les 2 autres sont des menteurs? Et puis surtout, on le sait, hein, les derniers chiffres de la sécurité routière, enfin de tous, l'enquête, c'est que les téléphones au volant sont maintenant une des causes principales Ouais. d'accidentologie et d'accidents graves sur la route. Bah, tu sais ce qu'on dit, nous, à 40 millions d'automobilistes. On dit que le téléphone portable au volant, c'est le cancer de la sécurité routière. Ouais. Voilà. Il y a une façon très juste de faire, c'est quand on rentre dans sa voiture, il y a un système maintenant sur nos téléphones, et tu le mets, c'est un message qui est envoyé, je suis en train de rouler. Eh ben, tu sais qu'à l'époque, j'avais reçu une chercheuse au CNRS qui m'avait expliqué qu'en fait, ça pouvait générer aussi quelque chose de négatif. C'est-à-dire que si tu mets ton téléphone en mode avion ou en mode voiture un peu, Ouais. eh bien, le problème, c'est que tu as tendance à vouloir arriver très vite pour le rallumer. Donc, en fait, c'est pas forcément bon non plus. Le bon réflexe, c'est juste de se dire, bon, je conduis tranquille. Et effectivement, ne pas tout interdire. Parce que si on interdit tout, on n'empêche plus rien. Il y avait une idée qui avait émergé aux États-Unis. Tu te rappelles, on avait parlé dans une émission de radio il y a quelques années ensemble, les text stop aux États-Unis. Ils avaient expérimenté des espaces où tu pouvais te garer, Louane, et où tu pouvais envoyer tes SMS, machin, et ensuite tu reprenais la route. Eh ben, ça n'a pas marché. Non. Ouais, parce qu'en fait, on s'arrêtait pas. Ben non. Bon, voilà, en tout cas, merci de ce sujet. Je crois que tu l'as vécu. Oui.
Voilà, en vrai, et pas simplement pour la chronique. Soyez attentifs et puis évitez d'utiliser le téléphone au volant. Ou si vous n'êtes pas seul dans la voiture, laissez répondre votre partenaire de voiture qui sont devant, derrière, etc. Eh bien, allez, on continue. Ça roule. C'est parti, en roue libre, c'est votre émission et vous savez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc l'Instagram, la page de l'émission, évidemment, et également sur YouTube avec 40 millions d'automobilistes. J'adore cette chronique, permis, pas permis. J'apprends plein de choses et j'ai l'impression, Louane, aujourd'hui, que tu vas encore me surprendre. Oui, ma question cette semaine, c'est puis-je personnaliser mon véhicule comme je le souhaite? Ah, comme le tuning en fait. Ouais, un petit peu. Ah, on a Maître Attal qui est avec nous. Bonjour Ingrid. Bonjour Laurence. Avocat spécialisé en droit routier. Alors Du coup, Maître Attal, Alors, permis, pas permis, il y a des choses qui sont permises et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans autorisation. C'est-à-dire qu'il y a 2 catégories de modifications. Des modifications où vous allez changer quelque chose de majeur, quelque chose de notable sur votre véhicule. Par exemple, je dirais une modification sur les freins, sur la puissance du véhicule, sur le moteur, sur le châssis. Alors ça, c'est des modifications qui nécessitent des autorisations auprès de l'administration, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ces modifications sans obtenir... Il y a un organisme spécialisé qui s'appelle l'ADREAL, auprès duquel vous devez faire des démarches si vous faites ces modifications. c'est le cas de tous les véhicules qui sont transformés pour les personnalités à mobilité réduite, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites tout ce qui est modification Transformation, majeure, ouais. transformation, on doit obtenir cette autorisation. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, vous allez obtenir un certificat d'autorisation qui va vous permettre ensuite ce qu'on appelle un RTI. Et ce document, une fois que la voiture est passée, j'ai envie de dire, au peigne fin, il va vous permettre d'obtenir la modification de la carte grise. D'accord. Donc nécessairement, toutes ces modifications entraînent modification de la carte grise et donc autorisation de l'administration. Ok. Donc ça, autorisation nécessaire. Après, vous voulez mettre des stickers sur votre voiture. ça. Vous voulez repeindre votre voiture. Les plaques d'immatriculation. Alors, il faut qu'elles restent conformes. J'allais dire, les plaques d'immatriculation, il faut que ça reste conforme à la législation. On ne peut pas soit en cacher une partie, soit sinon on n'est pas, on n'est pas dans les règles. Mais voilà, vous voulez modifier, tant que ça ne touche pas à la sécurité du véhicule, que ça ne touche pas à la sécurité des passagers, du conducteur, on peut faire un certain nombre de choses. Maintenant, voilà, il ne faut pas, par exemple, il y a des gens qui vont vouloir mettre une sonorisation, par exemple, plus importante dans leur véhicule. Oui. On peut le faire, voilà, avec des basses qui sont peut-être un peu plus lourdes. Il ne faut pas que ça change, par exemple, le poids à vide du véhicule. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ça entraîne une modification de la carte grise. Donc, on peut faire un certain nombre de choses. Par exemple, typiquement, on veut modifier les vitres. Il ne faut pas oublier que, par exemple, les vitres teintées, on n'a pas le droit de teinter ces vitres, en tout cas les vitres qui sont à Devant, l'avant, sinon ouais. on peut être verbalisé. Ou en tout cas, il faut que si on décide de mettre des films avec une customisation sur les vitres, dans ce cas-là, faites-le sur les vitres arrière et pas les vitres avant, parce que là, ça D'accord. peut être sujet à verbalisation. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est d'informer sa compagnie d'assurance quand on a des modifications notables sur son véhicule. Pourquoi? Parce que demain, si vous avez souscrit un contrat d'assurance avec un véhicule que vous décrivez en l'état X et qu'il devient Y, et bien dans ces cas-là, ça peut changer le risque. C'est-à-dire que si par exemple d'un seul coup vous avez une voiture qui a une peinture rouge ou vous mettez des choses qui sont très voyantes sur le véhicule, c'est un véhicule qui peut être plus sujet au vol. Et donc dans ces cas-là, ça peut changer le risque assurantiel. Ouais. Donc il faut penser à ça, D'accord. c'est-à-dire voilà, au niveau de l'assurance, au niveau de la modification de la carte grise et s'assurer que c'est soumis ou pas à autorisation. Ouais, en tout cas, moi c'est clair. Merci beaucoup. Allez, on continue évidemment notre rendez-vous en roue libre avec vous. Ils nous dénichent toujours des panneaux assez incroyables et pour certains d'entre eux qu'on vous et moi, voire Pierre peut-être aussi, on n'a jamais vu. Aujourd'hui, c'est quoi, Gabin? Bon alors Laurence, tu vas voir le panneau qui s'affiche à l'écran, c'est un panneau que j'ai vu pas très loin du château de Versailles, à 150 mètres du château. Regardez chez vous ce panneau-là. Mais c'est quoi? Interdit de rouler à 6 km/h? Au-delà de... C'est quoi? Au-delà de 6 km/h, donc c'est assez impressionnant. Moi je me suis dit pourquoi 6, pourquoi pas 5, pourquoi pas 10?
6, c'est du grand n'importe quoi, hein. Ouais, alors j'ai essayé mon voiture 6 km/h, je sais Ah pas non, faire. tu peux pas. Bon, je vous rassure à tous nos amis automobilistes qui nous regardent comme tous les dimanches, ce panneau il est destiné aux cyclistes et non pas aux automobilistes. Mais bon, rouler à vélo à 6 km/h, on est sur le point de tomber quoi. On En pousse le dessous, pied par parce terre. que si Ouais, t'es c'est au-dessus... jusqu'à. Si t'es au-dessus, t'es flashé en tant que vélo. Oui, c'est un mais peu- tu l'as dit, c'est juste dans les zones très piétonnes. Ouais, très piétonne pour les vélos, pour qu'ils s'adaptent à l'allure des piétons. Et ce panneau, il est fait aussi pour que les piétons soient toujours prioritaires au vélo pour qu'ils aient le temps de s'arrêter, en fait. D'accord. Enfin, pardonne-moi, ça n'a aucun sens. Bah non. Autant dire aux gens de descendre du Bah vélo, ouais. parce Ah qu'à oui, 5 clairement. km/h à vélo, tu sais ce qui se passe. Bah, on tombe. Mais tu te casses la gueule, il n'y a pas moyen. Non, mais c'est obligatoire. surtout qu'en plus, tu as raison, il y a des zones sur lesquelles c'est pied-à-terre obligatoire. Oui, Voilà, et tu as des panneaux pied-à-terre obligatoires, que ce soit sur l'île de Ré, moi, où je vais de temps en temps, etc., où il y a beaucoup de vélos, bah, il y a des espaces où c'est pied-à-terre obligatoire. Bah là, vous pouvez retrouver ce panneau-là à Toulouse. Ok. Ah, à Versailles, à Toulouse. C'est ça. Et vous, est-ce que vous avez ce panneau-là dans votre commune, ou est-ce que vous l'avez déjà croisé, et où? Dites-le nous en commentaire sur la page YouTube ou sur Instagram. alors j'ai un petit message. Ouais. Anne, Ah oui, non. Anne, si tu me regardes, Anne de Paris. Anne de Paris, franchement, mets pas 6 km/h sur le périph', parce que là, ça va devenir extrêmement compliqué. Alors, je sais que tu justifieras par la qualité de l'air, par plein de choses, mais on en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Bon, Gabin, on te garde, parce que ce jeune homme qui est passionné de panneaux, même s'il n'est pas tombé dedans, est aussi passionné d'auto, et c'est son rendez-vous Autopassion. Salut Vincent, Salut Gabin. tu vas bien? Très bien et toi? Bon, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette Ecto One de SOS Fantôme? Alors c'est une Cadillac Miller Meters de 1959. Ok, une belle voiture du coup. Ouais, une très grande voiture. Américaine? Américaine bien sûr. C'est l'association de A.J. Miller et Meteor Motors qui en fait se sont associés et ont pris un châssis de Cadillac et ont fait leur voiture pour faire des corbillards et des ambulances en fait. Ah d'accord, ouais, j'avais entendu que c'était une ambulance. Et donc ils ont fondé leur entreprise en quelle année? Alors ils créent la société en 56 et la voiture sera produite en 59. Ok, grosse voiture, ça avançait quand même? Non, pas c'était un gros moteur, mais la voiture, elle fait 3 tonnes quand même. C'est plus de 6 mètres de long. Et ça a été produit à 400 exemplaires, c'est pas une grosse production. Ah, c'était une fusée quoi le truc. Ah non, non, ça marchait pas, le poids est énorme. Le moteur, même si c'est un gros moteur américain, il faut le déplacer, 3 tonnes, ça fait du poids quand même. Ouais, c'est vrai que c'est quand même lourd. Mais tu sais que c'était même pas cette voiture-là de base que les réalisateurs voulaient. Ah ouais? De base, c'était une Cadillac Ambulance de 1975. Mais bon, les formes géométriques, elles étaient moins sexy, donc ils sont partis sur cette Cadillac-là. C'est vrai qu'elle était très belle, en plus avec l'arrière un peu profilé et tout. c'était Bah, et puis quand on voit le film, on remarque directement la voiture. Ah, c'est C'est vraiment une voiture de film mythique, cette Météor, c'est ça? moteur. Et tu savais qu'à cause d'un quiproquo, en fait, la voiture, ils s'en sont rendus compte à 2 semaines avant le tournage qu'elle n'était pas prête. Parce qu'à cause d'un quiproquo entre 2 équipes du film qui pensaient que l'autre équipe faisait la voiture, et ben à 2 semaines du tournage, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de voiture parce qu'aucune des 2 équipes n'avait préparé. Donc ils se sont retrouvés un peu embêtés, ils ont dû faire ça en express, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que la voiture elle marchait pas très bien. D'ailleurs, ils sont tombés en panne plusieurs fois. Et une grosse panne qu'ils ont eue, c'était dans New York, ça a créé des énormes bouchons. C'est pour ça que pour les films suivants après SOS Fantôme 1, ils ont créé une 2e voiture, donc identique à la première. Et en fait, ça leur a bien servi parce qu'ils ont une très très grosse panne sur le Brooklyn Bridge qui a créé d'énormes bouchons pendant des heures. Et en fait, c'est là que la voiture elle est complètement tombée raide morte. Et ils ont eu une énorme amende pour avoir créé cet énorme bouchon. Ah ouais, moi ça m'étonne pas, c'est des petites productions, ça doit être un peu compliqué, il y a beaucoup d'intervenants dessus, ouais, c'est sûr. Ah, c'est ça. Et du coup, bah, ils ont pris la 2e voiture pour continuer le film. Plus fiable ce coup-ci. C'est ça. Bah, merci beaucoup Vincent pour tes Merci. infos. Merci toi aussi. Oh, j'ai adoré ce film Ghostbusters. Ça t'a plu? Ah ouais, mais alors revoir l'Ecto, j'adore. Tu les avais vus les films Ghostbusters? Tous. C'est dur à dire. Et je les ai tous vus, et si vous ne les avez pas vus, bah, puisque ce sont encore les vacances scolaires, hein, encore ce matin, encore aujourd'hui, bah, regardez-les avec vos enfants. Moi j'ai adoré, t'as aimé toi? Ouais, et puis moi je les ai passés avec les loulous à la maison et ça marche. Hein. Ouais. Les derniers, mais surtout le premier, le mythique,
anthologie là, avec cette voiture incroyable. Ah, c'était top. Ouais. Et puis on a quelques jours d'Halloween, enfin quelques jours après Halloween, donc c'est maintenant qu'il faut les regarder, on est dans le thème quoi. Ouais, les fantômes, ça marche Mais en encore. même temps, les bons films, on est dans le thème toute l'année. Bon, allez, C'est clair. en roue libre continue, juste après notre passion auto. Attention, ça le gonfle. J'ai l'impression que Pierre va encore s'énerver. On ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite, mais figurez-vous que la mairie de Paris a déjà passé un bulletin du périphérique, Pierre. Oui, alors on pourrait croire que c'est le Parisien aujourd'hui en France, ça s'appelle, attention, le bulletin du périphérique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pas un nouveau média, enfin, quelque sorte. C'est juste la ville de Paris qui s'est acheté un miroir pour demander au miroir qui était le plus beau et le plus intelligent. En fait, c'est quoi? C'est la ville de Paris qui va communiquer chaque semaine sur l'évolution des données suite au périphérique passé à 50 km/h. Et devine quoi, si c'est pas magnifique. La ville de Paris, dans sa propre étude, qu'elle n'avait pas fait avant le passage à 50, mais maintenant, elle explique qu'elle a raison d'avoir abaissé le boulevard périphérique. Alors tiens, Et puis, on va- 15 jours après, hein. ah oui, bah oui. Et puis ça y est, en une semaine, tous les indicateurs sont ouverts, à tel point que c'est de la magie. Hein. Vous savez pas comment faire pour diviser les émissions sonores par 2 quasiment? Eh ben c'est simple. C'est ce que nous dit le bulletin du périphérique. N'hésitez pas, vous le passez à 50. La pollution, Laurence, il n'y en a plus. C'est fini, plus de pollution, ça y est, les voitures, même si elles polluent pourtant davantage en dessous de 50 km/h, eh bien selon la ville de Paris, elles ne polluent plus. La vitesse, ça a quasiment rien changé. Alors dites-moi, du côté de la ville de Paris, vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que ça pollue moins si la vitesse ça reste la même? J'ai pas compris. Et puis d'un point de vue des embouteillages, la magie, Laurence, moins 37% d'embouteillage. Incroyable! Alors, c'était pas le cas samedi quand je suis partie, c'était surtout pas le cas dimanche quand je suis revenue, hein. Oui, mais j'ai trouvé la clé. Tu sais Ah. pourquoi? Eh ben, c'est simple. C'est parce qu'en fait, il y a une donnée que n'a pas pris en considération la ville de Paris, mais c'est pas grave. Anne, je vais te rendre ce service. Tu as oublié de regarder la météo. Or, la météo a une influence directe sur les émissions polluantes. Pourquoi? Parce que quand il pleut, et Dieu sait qu'il pleut en France en ce moment, eh bien quand il pleut, on plaque les polluants au sol. Donc fatalement, il y a moins de pollution. Et la ville de Paris qui cherchait son indicateur pour prouver qu'elle a raison dans son joli miroir, 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 dis-moi qui est le plus intelligent, se dit la ville de Paris chaque matin, eh bien au final, on se retrouve avec une donnée qui a été comparée à la semaine juste avant le passage à 50 sur le périph'. Sauf que on ne peut pas comparer ces données quand la météo n'est pas exactement les mêmes. Une étude statistique, une étude scientifique doit se faire dans les mêmes conditions. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors voilà ce qui me gonfle. Eh bien, ce sont ces élus qui sont incapables de produire une seule étude avant de prendre une mesure politique et qui d'un seul coup inventent l'eau chaude. Alors juste, s'ils m'avaient demandé, j'aurais pu leur produire leur étude. On aurait gagné un petit peu de temps plutôt que de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et ben voilà, c'était le rendez-vous Ça me gonfle de Pierre. Je suis très énervée là de ce que tu m'apprends. Allez, hop là. Très énervée de ce que tu m'apprends. Ça s'appelle de la manipulation aussi, hein. Oui, de la propagande, enfin Ouais. bon, voilà. Bref, allez, on continue notre rendez-vous. Nous, on fait pas de la propagande, on partage des informations, on partage notre passion de l'automobile, des routes de l'automobiliste. Et tout de suite, on va parler, tiens, puisque tu nous parlais du périphérique à 50 km/h, il y a, ça y est, les radars sont en route aussi sur le périph' à 50 km/h. Mais où va l'argent des radars? C'est notre rendez-vous du vrai-faux. Alors, où va cet argent des Déjà, radars? pas dans ma poche. Non, mais c'est clair. On sait d'ailleurs à combien ça par an? Ouais, en gros, hein, pour faire simple, on a un gros milliard qui part chaque année. D'accord. Alors, il y a l'argent des radars directs et ensuite il y a l'argent des contestations. Parce qu'il y a des gens qui contestent les radars. Et là-dessus, on a une enveloppe d'environ 200 millions d'euros. Donc 850, 900 millions plus 200 millions. On passe le milliard. Bon, ça reste quand même intéressant pour un parc de radars qui est environ à 4700 radars en France. 500 radars de plus l'an prochain avec les radars urbains. Ça sent la belle cagnotte. quand Ah, même. c'est clair. On a des chiffres d'ailleurs, Jade. Oui, on a été posé la question à tous nos sympathisants l'année dernière pour savoir selon eux où est-ce que l'argent part et où est-ce qu'ils voudraient eux que l'argent parte. Véritablement. Et C'est on ça. se retrouve avec d'où il part, où il part. Est-ce que tu savais, Laurence, que un tiers de l'argent des radars bascule directement au désendettement de l'État? D'accord. Moi, j'ai rien contre. Non, moi non. Mais je pense qu'il faut être objectif.
C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire aux gens, l'argent des radars, c'est pour de la sécurité routière, et gna 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 gna. C'est pas vrai. Il vaut mieux employer un discours de vérité. La vérité, c'est qu'il y a une énorme partie qui va au désendettement de l'État. Oui, un tiers. Ouais. Donc ça, il y a une taxe qui part sur les transports en commun dans l'argent des radars. Hop, quelques petits paquets de dizaines de millions qui partent Pour pour les financer les transports en commun. transports en commun. On Ok. peut l'entendre, Ok. mais soyons clairs et objectifs, arrêtons de dire aux Français que l'argent des radars, il sert uniquement à la sécurité routière. Ou alors il va falloir m'expliquer quand même le lien qu'il peut y avoir entre mon billet de TGV et la sécurité routière à la barrière de péage. J'ai du mal à le comprendre. Voilà, c'est ce genre de petits aspects qu'on a pointés du doigt. Et on a voulu, dans un petit côté un peu taquin, effectivement demander aux Français, tant qu'à payer pour les radars, où est-ce qu'ils aimeraient que l'argent soit affecté? Les Français et évidemment les adhérents de 40 millions d'automobilistes. Alors concrètement, les réponses. Alors, 90% des répondants, donc ils avaient 3 réponses possibles, souhaiteraient que l'argent soit reversé afin d'entretenir et donc d'améliorer les Les infrastructures. infrastructures. Est-ce que c'est le cas sur l'argent des radars? Est-ce qu'il y a une partie qui va pour améliorer les infrastructures et la route? Alors effectivement, mais c'est pas direct. En fait, il y a une agence de financement qui va derrière prendre cet argent et qui va le réinvestir selon des projets. Mais souvent, ce sont des projets d'accessibilité. Encore une fois, pas de problème s'il s'agit de mettre en place des mesures qui permettent notamment aux handicapés de pouvoir emprunter des transports en commun. J'y vois aucun souci, mais un peu de transparence, ça ne part pas à l'entretien des routes. Or, on voit bien la différence. Tiens, prenons les autoroutes de Bretagne. C'est pour ça que j'ai mis des Qui sont guillemets. gratuites. Voilà, c'est pas vraiment des autoroutes. Les 4 voies, ouais. C'est ça, ce sont des grandes nationales. Sauf que ces routes qui sont limitées à 110 km/h, c'est un champ de bataille, c'est un champ de ruines, on dirait les cratères de la Lune. C'est plus du nid de poule à ce niveau-là. Alors, je veux dire, c'est un nid d'extraterrestres. Eh bien, au final, ces routes-là, elles sont très mal entretenues. De l'autre, on a des autoroutes concédées entre les mains des sociétés d'autoroutes. On aime bien taper sur les sociétés d'autoroutes, sauf qu'objectivement, quand on roule dessus, c'est un billard. Donc, il faut quand même regarder la différence. Et cet argent des radars, eh bien, les Français ne s'y trompent pas puisqu'ils considèrent qu'il faut affecter l'argent, 91%. Des sympathisants de 40 millions d'automobilistes nous disent direct entretien des routes. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on voit bien que le niveau d'entretien général n'est pas au niveau. Oui, puisque les communes n'ont plus les moyens, les départements, enfin les communales ou les départementales, c'est très très cher. Autre résultat de l'étude que vous avez fait, Jade? 43, même 44% souhaiteraient que l'argent soit reversé afin de renforcer la lutte contre l'alcool et les stupéfiants au volant, en augmentant donc les contrôles des forces de l'ordre. Ça aussi, ça se tient. Ouais, mais tu vois, on dit systématiquement, oui, 40 millions d'automobilistes, vous voulez l'anarchie sur la route. Non, ce n'est pas du tout ce que nous disent ceux qui nous répondent. Ils nous disent, on a un vrai problème stupéfiant. Alors, regardons si ceux qui sont sympathisants de 40 millions d'automobilistes ont raison. Je vais te donner un chiffre. Quand j'ai pris la DG de 40 millions d'automobilistes, tu t'en souviens bien? Il y a longtemps. Non, il y a 10 ans. Ouais, on était jeunes, on était beaux. Enfin, voilà. Enfin, moi, je n'ai pas changé. Et bien, à ce moment-là, en fait, les infractions constatées sur les stupéfiants au volant qui donnaient lieu à accidents mortels, c'était en gros 10% des cas d'accident. D'accord. Aujourd'hui, 25%. Donc, ceux qui nous répondent ne disent pas n'importe quoi. C'est une réalité. On a un réel besoin d'une police de la route et peut-être aussi d'une police de la route qui puisse constater ce que font les mobilités douces, soi-disant. Jade, d'autres informations? Alors oui, 31% des signataires souhaiteraient aussi doubler les panneaux de signalisation. Ils estiment donc en fait qu'il n'y a pas assez de signalisation sur la route. Ça coûte tellement cher. Et alors ça, c'est une très bonne initiative. C'est notamment ce qui se fait au Danemark. Au Danemark, lorsque tu as un panneau de limitation de vitesse sur ta gauche, il est aussi sur la droite de la route, sur les deux côtés. Pourquoi? Alors, je me suis rendu à l'équivalent de la sécurité routière au Danemark. Je leur ai posé la question, pourquoi vous mettez des panneaux de chaque côté? Alors, je vous rassure, c'est pas parce que je suis complètement stupide. C'est pas pour cette raison-là. C'est peut-être le cas, mais c'était pas cette raison. Ce qui fait que j'ai posé cette question, c'est que je voulais qu'on me réponde. Et la réaction de monsieur sécurité routière au Danemark, c'était de me regarder en me disant, pourquoi on le met des deux côtés de la route? Pour que les gens le voient. Parce que si on double, eh bien on ne connaît pas la limitation de vitesse. Si tu doubles un camion, tu n'as peut-être pas vu l'abaissement de la limitation de vitesse. Et qu'est-ce qui t'accueille juste derrière le pont, caché derrière le panneau, juste avant le buisson? Un radar. Le radar, en bas de la descente, on le connaît tous. Celui-là, en principe, on y a lâché un petit billet de 68 € ou de 135 €. Si on a payé assez vite. Eh bien, c'est ça
C'est ça aujourd'hui qui pose problème. Bref, je pense que les Français, ce qu'ils veulent dans ces mesures qui accompagnent notamment les radars, c'est que si ça serve véritablement à la sécurité routière, soit pour des sujets de ce type-là. Il y a aussi des usagers qui nous ont proposé, par exemple, que l'argent des radars parte, et c'est pas con, hein, au financement du permis de conduire pour les jeunes. Ouais, c'est bien aussi ça. Pas idiot, tant qu'à me prendre 45 euros, autant que ça aille au permis de Mathieu, Clara ou Clément. Moi, ça m'arrangerait. Je trouve que c'est... Non, c'est plutôt bien, ouais. Ouais, je trouve qu'il y aurait quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire que ce qui partirait du radar, au moins accompagnerait finalement la formation au permis de conduire, essentielle pour les plus jeunes. Et je sais que tu nous gardes le dernier chiffre pour la bonne bouche, comme on dit. Exactement, donc 79% des répondants aimeraient aussi que cet argent aille pour baisser la fiscalité des carburants. Ah, et donc que notre plein soit moins cher. Ben ouais, 1 milliard d'euros. Alors effectivement, c'est pas la révolution, 1 milliard d'euros à l'échelle des carburants, mais c'est 5 centimes en moins sur les prix des carburants. Et je trouve que là aussi, les adhérents, les sympathisants de 40 millions d'automobilistes ont plutôt raison. Du bon sens. Ouais. Vous avez raison, c'est du bon sens. L'argent de la route, finalement, est-ce que ça paraît déconnant d'affecter l'argent de la route à la route ? Moi, ça me paraît plutôt intelligent. Donc, si l'argent commun pouvait servir derrière à véritablement aider les automobilistes dans leur quotidien, alors ça aurait du sens. Je vais citer encore un dernier chiffre. On part en Angleterre. En Angleterre, on a une stat qui est géniale. L'Angleterre, le système de financement des radars automatiques par l'État est équivalent aux rentrées d'argent des radars automatiques. On est sur une balance neutre. Ce qui fait qu'en Angleterre, on a mis une grosse marge de tolérance, hein. C'est pas comme en France. Eh bien en Angleterre, quand tu poses la question aux Anglais, qu'est-ce que vous pensez des radars? Tu sais ce qu'ils te répondent? Eh bien on y est favorable. Parce que là-bas, ce sont des armes anti-chauffards, alors qu'en France, ce sont des armes anti-chauffeurs. Ouais, pas mal. Oui. Justement, en 2006, 68% des Français étaient favorables au radar. Et en 2018, 72,4% estimaient que c'était des pompes à fric. Ouais. Alors ça, c'est incroyable. Ouais. Ça veut dire qu'à l'instauration des radars, tu te rappelles, on nous avait dit, ouais, des radars, mais c'est pas pour vous, hein. C'est pour les chauffards. Et raté, Ouais, c'est on pour se tout le retrouve 20 ans plus tard, on a toujours le même débat, à se poser la question de savoir, est-ce que les radars sont là pour la sécurité ou pour l'argent? Franchement, à 1 milliard d'euros l'année, j'ai ma petite idée quand même. Et c'est pas le périph' à 50 km/h qui va vider les caisses, au contraire. Hein. Tu m'étonnes. Il y en a partout. Hein. Puis il y a des panneaux partout. Alors elle a tout compris. Il y en a partout des panneaux. Et des lumineux, et des attention. C'est Bon. l'écologie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis la sécurité routière aussi. On continue, merci. J'ai appris plein de choses. On a fait le tour? On a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup, Jade, de toute cette étude et de vous aussi, hein, adhérents entre autres 40 millions d'automobilistes qui avaient répondu à cette demande. Et puis vous aussi, vous pouvez nous dire sur les réseaux sociaux de l'émission ce à quoi vous aimeriez que l'argent des radars serve dans le meilleur des mondes, on peut dire ça comme ça. Allez, dans le meilleur des mondes, c'est un joli musée et c'est la petite vadrouille de Jade qui va nous permettre de le découvrir tout de suite. Aujourd'hui, dans la petite vadrouille, on se retrouve au Mondial de l'Auto, devant l'expo Pop Culture, avec Movie Car Central, et on va découvrir des voitures de films et de séries. Suivez-moi. Je voulais te demander déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Yes, je m'appelle Franck Galliègue, j'ai 40 ans et je suis collectionneur de voitures depuis quasiment 20 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Quand j'étais gamin, je regardais un peu trop de films à la télé et au cinéma, et puis ça me donnait des idées de « Ah elle est cool cette voiture, est-ce qu'on pourrait l'avoir dans la vraie vie ?» Et au début, je pensais que la réponse c'était non. Et il y a 30 ans, au Salon de l'Auto, en 94, ils ont fait une expo de voitures de films. Alors il y en avait moins qu'aujourd'hui, mais il y avait la Batmobile, la voiture de Retour à le futur et tout. J'avais 10 ans, j'ai fait « Waouh, c'est trop stylé !» Et du coup, je me suis dit, mais on peut vraiment les avoir en fait si elles existent dans la vraie vie. Et dès que j'ai eu 20-21 ans, j'ai commencé à acheter ma première voiture. Et puis après, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et maintenant, j'en ai plus de 50. Puis c'est vrai que tu as quand même une superbe collection, donc c'est déjà un beau parcours, bravo. Et comment tu te procures les voitures? Est-ce que tu dois faire des petits travaux dessus? Est-ce que tu les retapes pour qu'elles ressemblent vraiment au film ou... Il y a un peu de tout. Par exemple, là, le Ford Explorer qui est derrière, c'est nous qui l'avons fait de A à Z. De base, il était vert foncé et on a trouvé un très bon carrossier qui nous l'a refait. On a fabriqué la bulle aux États-Unis. Enfin, ça a été tout un boulot de reconstitution, de trouver les bonnes pièces.
Après, j'essaye la plupart du temps d'acheter des voitures déjà faites comme dans le film parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Mais dernièrement, on trouve beaucoup de vraies voitures de film, donc ça c'est cool. Donc de plus en plus, il n'y a pas que des répliques dans la collection, tu as aussi des vraies voitures qui ont tourné dans les films, comme la orange qui est là-bas. Comme là-bas, c'est la voiture de Ryan Gosling de Drive. Tu as la voiture de John Wick de Keanu Reeves et tu as les vraies voitures de Fast and Furious. Donc voilà. On essaye, maintenant j'aimerais bien avoir que des vraies. Oui, j'imagine. Et du coup, hormis au salon, où est-ce qu'on peut te trouver? J'ai un musée dans le 91, donc à 40 minutes au sud de Paris. Et là-bas, il y a toutes les voitures, donc tu as 55 voitures de film, plus une quinzaine de voitures qui ne sont pas des voitures de film, mais qui sont des voitures de collection assez cool, qui sont de mon kiff perso, mais qui sont des voitures que les gens aiment voir quand même. Et il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des jeux vidéo. On a plus d'une centaine de machines d'arcade, de flippers, de vieilles consoles. En gros, c'est une espèce de QG de la nostalgie chez nous. Ah, c'est super, ça doit vraiment être un lieu super à voir. On retourne dans l'enfance, donc c'est top. Les gens qui viennent restent en général plusieurs heures accrochés aux jeux vidéo après avoir regardé les voitures. Ah bah, j'imagine, je pense qu'à l'occasion, on viendra faire un tour. Avec plaisir, venez. Ouais. On a même un dinosaure grandeur nature. On a un T-Rex qui fait 10 mètres de long qu'Universal nous a donné. Ah bah, je ferais vraiment toute petite à côté. Hein. Je peux tenir dans la bouche peut-être. Bon, on verra ça quand on viendra. Avec plaisir. Et puis je te remercie pour la petite interview, pour participer à notre émission et à très vite. Un plaisir. Ciao, ciao. Salut. Salut. Moi ça me dit quelque chose ce monsieur-là. Mais joli reportage, merci beaucoup à Gabin et à toi. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, donc c'est Franck Galliègue et il a le musée Movie Car Central dans le 91. À Étrechy. C'est ça. Voilà, tu prends la Nationale 20, tu descends un petit peu, c'est très joli là-bas en plus. Oui, bah moi, ça m'a donné envie d'y aller. Maintenant, j'ai envie d'en voir plus. Hein, Tu m'emmènes avec toi? si tu veux. Et en plus, sur le retour, t'hésites pas, tu passes un petit coup de fil, je connais quelqu'un qui habite pas loin. Enfin Oui. bon, moi je dis ça, je dis rien. Et qui a une bonne table et une bonne cave. Mais je sais pas de qui vous voulez parler. Avec modération, évidemment, la cave. Merci beaucoup. Donc, on y va le week-end prochain, on essaye toutes les deux, on Ouais, se c'est balader parti. là-bas. Allez, go, on va se prendre rendez-vous sur notre planning. Tout de suite, on va pas les démonter cette voiture-là, mais c'est une autre caisse qu'on démonte pour mieux comprendre ce qu'il y a dedans, la voiture en général. Et je crois que c'est Louane qui va nous rejoindre. Mieux comprendre sa voiture et mieux savoir comment elle est constituée, c'est le rendez-vous Démonte ta caisse avec notre amie Louane. Et là, on va parler de cet organe, mais plus que nécessaire. Sans lui, on ne peut pas rouler, c'est le pneu. Mais il n'y a pas qu'un type de pneu. Et non, il y a plusieurs types de pneus. On peut retrouver les pneus été, les 4 saisons, les hivers, et après on en a des un peu plus spécifiques. On va voir les tailles basses, les renforcées ou les run flat. Les Oula. run flat. Alors on m'a perdu. Alors, pneus hiver, j'ai compris, c'est ceux qu'il faut chausser à partir du 1er novembre jusqu'au mois de mars, parce que sinon on est verbalisé dans 34 départements de France, globalement, où il y a des trucs en forme de pic et où il y a de la neige dessus. Donc ça, j'ai bien C'est compris. la fameuse loi montagne. C'est la Ok. loi montagne. Mais alors, c'était quoi tes trucs là? Alors on a les tailles basses, les renforcées et les run flat. Taille basse, c'est sûr que c'est pas ton Non, origine. non. Après, ça dépend du type de voiture que tu as en fait. C'est ça. Mm. Et alors le rôle principal d'un pneu, très basiquement, c'est d'assurer le contact entre la route et le véhicule pour une bonne tenue de route. Oui, jusque-là, je l'ai. Moi aussi. Vous savez ce que c'est un peu les défaillances qu'on peut retrouver sur les pneus? Comment on va le ressentir dans la voiture? Alors, dégonflé, crevé. Plouf, 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 plouf. La hernie, c'est quand... Non, je Ouais, rigole. non, t'as C'est raison. quand tu as une espèce de boule comme un œuf qui se forme au niveau de ton pneumatique parce qu'il était sous-gonflé, que tu as continué à rouler, et qu'au moment où tu le regonfles, ça fait hop, un Ouais. petit coco Alors sur le après, tu as côté. aussi des fois des défauts de pneus qui peuvent donner ça Oui. à l'origine. Alors, C'est ça, mais on peut aussi avoir les défauts de parallélisme et il faut adapter le gonflage comme on l'a dit. Et alors si vous ressentez des vibrations entre 110 et 130 km/h, Pas bon. pareil, on passe au garage. d'accord, ok. Eh oui, parce que défaut de parallélisme, qu'est-ce qui va se passer? Ça vibre. Alors La si tu direction. lâches le volant, tu pars à droite ou à gauche, Ouais. c'est que les deux roues ne sont pas dans le même axe sur la route. D'accord, ok. Donc usure prématurée de ton pneumatique, donc changement de pneumatique, donc ça coûte cher. Donc ça peut être les rotules de direction aussi qui peuvent avoir une influence directe aussi sur le pneumatique. Bref, j'ai appris un truc. Tiens, fais ça, Laurence. Tu le fais bien? Vas-y, fais Louane. J'arrive à vous faire n'importe quoi. Non, très sérieusement, c'est qu'en fait, le pneumatique, la surface sur laquelle repose votre voiture, c'est la paume de votre main. Voilà. D'accord. C'est exactement Ok. la surface du pneumatique qui est en contact avec la route. Donc ça, multiplié par 4. D'accord, Voilà. Il aurait très bien. fallu une quatrième main pour avoir 4 pneus. Je fais très bien les deux pneus Et avant. puis on n'oublie pas dans les défauts du pneu, c'est l'usure du pneu. Et Mm. comment savoir si votre pneu est usé? Vous prenez la fameuse pièce de 20 centimes d'euros et il faut que... 2 euros. Oui, ou 2 euros, et il faut que comment elle s'appelle, la Premium. française?
Non, mais oui, Madame. la lanceuse de blé qu'on a sur nos pièces, on la voit entièrement. Si elle a les pattes coupées, Ah, toi, tu fais ça avec la pièce Ouais. de 20 centimes. oui, Ah, oui, non. avec la passe du Moi, je fais ça centimes. avec la pièce de 2 euros et je regarde au niveau il faut pas que la rainure, il faut pas que ça soit plus bas que, Ah oui. que l'encadrement métallique de la pièce. Voilà. Et puis surtout en cette saison là, automne-hiver qui commence, faites attention, regardez vos pneus surtout et changez-les s'il faut. Et s'ils sont lisses, Tu vas y arriver. c'est que vous faites du Grand Prix. Non, s'ils sont lisses, il faut les changer. Et vérifier aussi qu'ils ne sont pas en train de craqueler. Parce qu'il y a des pneus qui sont... en fait, il y a une date limite de consommation pour les pneus. Une date limite d'utilisation. Et normalement, dessus, tu as la date, sur ton pneu, tu as la date à laquelle il a été fait pour la première fois. Et alors justement, il est recommandé de les changer tous les 3 ans environ pour un automobiliste normal. Ça dépend des kilomètres surtout. Voilà, là c'est pour, on compte à peu près 10 000 km à l'année. Mais est-ce qu'on peut le changer soi-même, à votre avis? Oh bah, avant, on le faisait, nous, hein, avec le cric et... Le pneu, toi, tu Bah, changes quand les tu pneus crèves, quand tu crèves, tu changes. Ouais, c'est vrai. Bon, je vais être honnête, franchement. Oui, non, moi non plus, je le fais Pardonnez mon incompétence, non, je change Non, non, pas moi les non pneus. plus. C'est possible, mais pas recommandé en Ouais. général, puisqu'il faut un matériel comme assez professionnel. Et si on doit déjanter le pneu, là ça devient beaucoup plus technique. Et puis surtout qu'une fois que tu as changé tes pneus, d'ailleurs, faut pas les changer n'importe comment. Des fois, on en change 2 par 2 et pas les 4 d'un seul coup. Il faut refaire le rééquilibrage. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir les professionnels. Et oui. C'est Ouais, ça. ça permet aussi de basculer les 2 pneus les plus neufs sur les roues motrices de votre véhicule. Et voilà, tout ça, j'espère que vous avez chacun votre garagiste. Ouais. Très sympa, votre Ludo. Moi, voilà, amitié à Ludo, qu'on retrouvera bientôt dans des émissions parce qu'il va réparer la voiture de Gabin. Et tiens, les pneus lisses, crois-moi qu'on va en parler parce que crois-moi que dans une galère de Gabin, ils vont être lisses, mais alors lisses, tu peux pas t'imaginer. Et puis, dernière petite précision pour les pneus. On parle des pneus hiver. En fait, il faut savoir que quand la température descend à 7 degrés, vous devez passer en pneus hiver. Voilà. Parce que la route est froide, trop froide, le bitume est trop froid. Et donc, même dans certaines régions où il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de neige, 7 degrés, pneus hiver. D'accord, et ben maintenant, le dernier point, le point économie, celui que tout le monde attend. Ah, tu veux dire finance? Combien C'est ça ça. coûte? Alors, c'est des fourchettes, bien sûr, mais pour une citadine, on va être entre 40 et 100 euros le pneu. Une berline, 80 et 250. Et un 4x4, 120 à 300. Mais bien sûr, selon le modèle, ça peut encore augmenter. Ouais, puis ça dépend de la largeur de ton pneu, ça dépend de tout, tellement de choses. N'hésitez pas en tout cas à prendre des pneus de manufacturier parce que les pneus manufacturiers ils s'usent beaucoup moins. Bah, ils sont vite. surtout super mieux, d'une belle qualité. Ouais. Meilleure qualité de freinage, meilleur en tout quoi. Ouais, exactement. Bon, ben voilà, c'était un petit pneu sympa. Pardon. Je me disais que tu l'avais pas faite encore Ouais, celle-là. bah oui. Moi, j'aime bien les chroniques de pneus, ça laisse des traces et j'adore. On continue notre rendez-vous. Il y en a un autre. Secours. C'est Gabin qui arrive parce que lui aussi, il vit des galères tout le temps. Il n'y a pas que Pierre ou Louane quand ils sont à côté de moi. Ah, salut Sonia, j'ai un ami, il a un problème, j'ai vite voir Gilles, je suis désolé, j'ai pas le temps de te parler. Ok, vas-y. Salut Sonia. Bon Gilles, Oh, toi, t'as encore un truc à me demander. là Gilles, T'as une galère ou c'est autre pas chose? moi, c'est pas moi cette fois Gilles. Ah, c'est pas toi. C'est pas moi. Ah, c'est bien, c'est peut-être la dernière fois que tu vas me poser des questions. Ah, j'espère. Je t'explique. Alors. Il y a un copain, il a un problème avec son AD Blue. Il va chez le D'accord. garagiste, il change son injecteur et Son réservoir à son réservoir, c'est ça. et sa pompe, Ça très pompe aussi. certainement. Il en a pour 2500 € de réparation. Ouais. Et il y a toujours un problème. Il m'appelle, je dis t'inquiète pas, je vais voir Gilles, il va m'expliquer. Eh bien, si tu veux éviter tout problème mécanique qui est lié à l'AD Blue, il faut que tu mettes un additif dans ton AD Blue quand tu fais la pointe de ton réservoir. Tu fais la pointe de ton réservoir, quand ton témoin te l'indique, quand tu vas arriver à un certain niveau, eh bien, tu vas avoir un témoin qui va te dire niveau liquide AD Blue trop bas. Là, tu t'arrêtes et il faut que tu ajoutes de l'AD Blue. Tu en trouves partout. Ok. Ce que tu dois surtout faire, c'est ajouter l'anticristallisant AD Blue Bardal dans ton AD Blue avant de le mettre dans ton réservoir. Est-ce que tu m'as compris? Pour l'instant, j'ai tout compris. Alors, pourquoi il faut ajouter ce produit? Parce que l'AD Blue, quand c'est au contact de l'air, à basse température, ça se cristallise, c'est-à-dire ça devient comme un flocon. Ok. Et ça se cristallise au niveau du réservoir, au niveau de la pompe qui est dans le réservoir, et au niveau de l'injecteur qui est dans la ligne d'échappement. Et quand ça se cristallise, ça devient aussi dur que du marbre. Et donc ça va obturer en partie, tout ou partie, ton injecteur
où ça va obturer ta pompe dans ton réservoir. Et donc, le produit a l'avantage d'éviter la cristallisation de la déblue quand on est à l'air libre, donc à froid, donc quand ton moteur est éteint, et d'éviter donc tous ces problèmes de changement de pièces coûteuses. Ok. Donc ça, c'est un geste préventif. Mais si tu le fais, tu as une petite fiole qui vaut 7 € que tu ajoutes dans ton AD-Blue. En général, c'est un bidon de 10 litres que tu dois utiliser. Et là, eh bien, tu n'auras plus le problème. Donc pour 7 €, 10 litres d'AD-Blue traités, ça doit durer à peu près 10 000 km, peut-être un peu moins, je ne sais pas quel est ton véhicule. Mais là, tu règles tous tes problèmes. Ça, il faut que tu le fasses à titre. Ça, c'est la solution Ok, pour traiter ton AD-Blue avec l'anticristallisant Bardal. très bien. C'est très simple. Un flacon peut traiter jusqu'à 10 litres. Alors, tu vois ici, tu as des graduations pour savoir quel est le nombre de litres que tu dois traiter. Ok, Donc, c'est simple. Tu dévisses donc, ton bouchon de ton bidon d'AD-Blue et tu ajoutes tout simplement le produit dans l'AD-Blue. très bien. Tu n'as pas besoin de le mélanger. Et après, eh bien, tu mets ton AD-Blue dans le réservoir de ta voiture qui est spécifique pour l'AD-Blue. Et voilà, en 3 secondes, c'est fait. C'est simple, facile, économique et tu n'as plus de soucis. Ok, et ben je vais donner ça à mon ami et puis il fera attention avec ça. Hein. Eh ben oui, tu verras. Ah merci Gilles. Ciao, Allez, à bientôt. salut. Ciao. Moi, je dis quand même que Gilles, il est exceptionnel. Hein. Ouais. Il est toujours là pour toi. Hein. Toujours, je fais un petit clin d'œil et je remercie encore une fois cette semaine. Bon, donc du coup, avec ta voiture, maintenant, t'es nickel. Tu pollues beaucoup, Et ouais, beaucoup moins. Nickel. Ouais, ça, c'est la D-Blue, c'était une sacrée découverte. Merci beaucoup, Gabin. Allez, juste après la galère de Gabin, on va retrouver notre Jadoun. Ça, c'est comme ça que je l'appelle, je l'adore. C'est Jade, parce qu'elle va, elle, nous parler de bonus d'assurance avec Olivier Moustakakis. Bonjour Olivier. Bonjour Jade. Alors pour ma part, je suis assurée au tiers, mais quelles sont les 3 formules d'assurance? Alors les 3 principales formules, alors l'assurance au tiers, c'est l'assurance obligatoire, donc c'est le minimum légal obligatoire, donc tout le monde est assuré au tiers, d'accord. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des tiers intermédiaires et l'assurance tout risque. Donc tout risque, ça comprend l'ensemble des garanties d'assistance également. Et les formules intermédiaires entre l'assurance obligatoire et la tout risque, c'est par exemple le tiers plus le vol, le tiers plus l'incendie. Donc en fonction de la nature de tes besoins, de tes moyens aussi financiers, hein, parce que l'assurance tout risque est clairement plus cher que la simple assurance au minimum légal, que l'assurance au tiers. Donc il y a différentes formules qui sont proposées. Et est-ce que tu connais en moyenne les tarifs des 3 types d'assurance? Alors en moyenne, sur une assurance obligatoire, donc le minimum légal, c'est-à-dire la garantie au tiers, on va être dans les 600 € à peu près par an. Des formules intermédiaires, on va être dans les 630, 640 €. Et formules tout risque, on est plutôt dans les 680, 700 € en moyenne. Ok, et est-ce qu'il y aurait des profils types de personnes à qui tu conseillerais chaque type d'assurance? Alors, tout dépend du véhicule à assurer en fonction de l'âge du véhicule et de la valeur du véhicule. Si le véhicule est âgé et a une valeur aux alentours de 8 000 ou moins de 10 000 €, l'assurance sous risque ne va pas servir à grand chose, d'accord, puisque vous serez remboursé, tu seras remboursé à la valeur vénale du véhicule, donc sur la base de la valeur réelle du véhicule. Donc c'est pas utile de prendre une assurance tout risque. Donc voilà, si c'est un véhicule neuf, là, il vaut mieux l'assurer en tout risque au moins les premières années. Donc voilà, ça va être un peu en fonction de tous ces éléments-là que tu vas déterminer quelles sont les formules les plus intéressantes pour toi. Ok, ça marche. Bah, merci de m'avoir informé à ce sujet-là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit bonus assuré. Avec plaisir, Jade. À la semaine prochaine. Et ben voilà, comme ça vous savez tout sur les différents types de contrats d'assurance. Exactement, on peut encore dire merci à Olivier Moustakakis qui nous sauve toujours la vie sur l'assurance. Ouais, et puis il est clair. C'est ça, Et toi du coup, ton assurance, elle est comment? elle est au tiers. Elle est au tiers. Donc là, tu protèges la tierce personne. Exactement, Et moi, j'ai pris tout risque, mais après, ça dépend aussi de la valeur de la voiture, etc. c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, bah, ce rendez-vous se termine. Hein, ça y est, en roue libre, c'est fini pour aujourd'hui. Quoique, j'ai l'impression que tu nous réserves encore un instant déjanté avec... Je pensais que tu avais oublié. Quand j'ai vu ton petit regard pétillant, je me suis dit, allez, j'en connais une qui va encore en prendre plein sa musette. Bon, aujourd'hui dans Déjanté, on retrouve encore une fois Jade qui a pas fini de répéter toujours les mêmes mots. L'association 40 millions d'automobilistes se réjouit de ce... Donc forcément, l'association 40 millions...
Donc forcément l'association 40 millions automobilistes. Donc forcément l'association 40 millions automobilistes. Donc forcément l'association 40 millions Donc forcément l'association 40... Super, on a fini. Laurence, elle a une mauvaise manie, c'est de commencer les chroniques sans nous. Et regardez, cette fois, on n'était pas du tout prêt avec Pierre. Eh ben Gabin, tu nous as ramené à Godbuster. Moi j'ai hâte. Je sais pas du tout. Ça va, moi je suis comme ça sur mon dossier. Oh, moi je suis tellement dedans. L'autre il se relève, ouais, Gabin, qu'est-ce qui se passe? Pierre, il a un artiste favori, c'est assez compliqué à trouver, mais dites-nous en commentaire si vous avez deviné qui c'était après se déjanter. Allez, on est parti, Jean-Louis. Allez, Jean-Louis. Jean-Louis Aubert. Que la force de Jean-Louis soit avec vous. Sur Jean-Louis Aubert. Hey Oh, Louis. Et ben voilà, il nous a pas loupé, Gabin. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut Pierre, à la semaine prochaine. Salut. Louane, à la semaine prochaine. Jade, on te retrouve aussi la semaine prochaine. Comme toujours. Ah bah ouais, avec beaucoup de bonheur. Et vous, on vous retrouve la semaine prochaine. Et on compte sur vous, hein. Il faut parler de l'émission au plus grand nombre, nous regarder et vous abonner sur YouTube, entre autres.